Matt Damon révèle la vérité sur Netflix, George R.R. Martin est en conflit avec House of Dragon et plein d'autres actualités cinéma et séries. Salut à tous, ici Reg, on va parler de tout ça. Mais comme d'habitude, cette semaine dans Rage Bait, on parlera un peu de la fin des acteurs hollywoodiens et aussi français d'ailleurs, mais en général de la fin d'Hollywood, des nominations aux Oscars. Voilà, jeudi 18h en direct sur YouTube et sur Twitch, ça sera avec Adam Bros, Seal et Paf comme d'habitude. Première actualité concerne Shrek et plus précisément Lord Farquaad, car un film était prévu sur lui à la base, mais il a été mis en pause. En tout cas, le développement, peut-être ça sortira après le succès, si Shrek 5 a du succès, car c'est un personnage qui voulait faire revenir. Alors oui, vous savez qu'il a été mangé par le dragon, mais dans les scènes bonus, je crois sur le DVD à l'époque, on voyait qu'il était encore dans l'estomac, vivant. Bref, peu importe, on peut trouver une solution pour le faire revenir, mais c'était par les scénaristes de K-Pop Demon Hunters, donc peut-être ce projet reviendra, mais ceux qui veulent revoir Lord Farquaad, ça sera pas pour l'instant. Gracie Abrams va jouer dans son premier film ever, ça sera le film qui s'appelle Please de Alina Range, qui a réalisé Baby Girl récemment. Vous savez, c'est la fille de J.J. Abrams et une chanteuse assez connue, donc bon, pourquoi pas voir ce que ça donne, mais pour l'instant elle a fait que de la musique, ça sera son premier rôle. Guy Ritchie sortira son prochain film là en octobre, Wife and Dog. Alors attention parce qu'octobre c'est la date américaine, hein, mais peut-être il sortira chez nous en salle aussi. Ça sera avec Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike et Anthony Hopkins. C'est l'histoire d'une famille de riches qui se battent pour une succession, comme on l'a déjà vu en série télé par exemple. J'espère juste qu'il sortira en France parce que ça a l'air d'être du Guy Ritchie comme à l'ancienne, noblesse, famille, peut-être même un petit peu gangster, à voir. Ted s'est montré avec sa saison 2, ça sortira sur Peacock en mars. Il n'y a toujours pas de diffuseur en France, je crois. Je ne sais même pas si la saison 1 de Ted était diffusée en France par quelqu'un, mais c'était très sympa. Et la saison 2 a l'air très sympa aussi, à voir ce que ça va donner, mais j'avais bien aimé, peut-être je regarderai. Dragon 2 a un casting avec Kate Blanchett qui reprendra son rôle, et en même temps Olafur Darri Olafsson, c'est son nom évidemment, qui sera Drago. Donc c'est toujours intéressant que Kate Blanchett reprenne son rôle parce qu'elle faisait la voix à l'époque, et le casting évidemment de Drago me semble très très bien aussi. J'ai pas trop aimé personnellement le remake live action, mais il a bien marché, et il y en aura encore plus et plus, c'est comme ça. Mais au moins, on aura de bons acteurs, c'est déjà ça. Paranormal Activity sortira en mai 2027, ça sera le 8e film Paranormal Activity. Est-ce que je les ai tous vus? Non. Est-ce que je regarderai celui-ci? Probablement pas, mais pour les fans de Paranormal Activity, je sais pas que vous êtes combien en France, hein, mais ils existent ces gens-là. Il y a un nouveau film de la licence qui sortira l'année prochaine. Matt Damon a dit que l'Odyssée était peut-être son tournage le plus difficile et le plus impressionnant. Ils sont allés filmer dans des lieux complètement insolites où en général c'est impossible de filmer, où très peu de personnes oseraient aller filmer là-bas. C'était très dur pour lui de jouer ce rôle d'après lui, et c'est un peu l'apogée de sa carrière d'après ce qu'il a dit en interview récemment. Et on peut aimer ou pas Nolan, mais il y a un truc que j'aime beaucoup chez Nolan, c'est qu'il va faire les choses pour de vrai. Si il veut faire l'Odyssée, il va les tourner dans, je crois, 6 pays différents, entre le Maroc, l'Italie, la Grèce, l'Islande, la Turquie aussi, je crois qu'ils ont fait. Bref, ils sont allés tourner dans plein de pays différents, sur des endroits vraiment compliqués en termes d'installation et tout, donc c'est assez impressionnant, et je respecte beaucoup Nolan pour l'envie de faire le plus réel possible quand c'est possible. Donc ça, grand respect, et j'ai évidemment très hâte de voir l'Odyssée dans quelques mois, ça va arriver très très vite. Peter Jackson prépare son prochain film, ou en tout cas ses 3 prochains films, il a dit, mais il a expliqué pourquoi il a fait une grande pause dans les films narratifs et même dans les documentaires. C'est qu'il a perdu ce qu'il considère comme un frère, Andrew Lesnie, qui était le chef-op de tous ses films après Le Seigneur des Anneaux. Il a perdu quelqu'un qui était très cher pour lui, donc il a fait une vraie pause, mais il veut revenir, il veut refaire des films narratifs, pas forcément que des documentaires. Pour le coup, il veut refaire de la fiction, on ne sait pas encore quoi, mais oui, il n'a pas tourné un film narratif depuis Le Hobbit, la bataille des 3 armées, il y a déjà 12 ans, si je dis pas de bêtises. Mais oui, il va revenir. Est-ce qu'il va revenir avec Tintin 2? Parce qu'à la base, c'était ça, vous savez, Spielberg, il devait faire Tintin 1, c'était produit par Jackson, il devait ensuite produire Spielberg le deuxième, et c'est Jackson qui devait le réaliser. Qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas, mais j'ai trop hâte de voir Peter Jackson parce que c'est un grand, et on l'aime beaucoup, et j'espère qu'il va revenir faire des films. Mais en tout cas, il a expliqué que son deuil lui a fait beaucoup de mal, il avait plus vraiment envie de refaire des films après le décès de son ami, voire de son frère, comme il l'a dit ici. 28 ans plus tard, Le Temple des Morts est malheureusement un petit flop au box-office pour l'instant. On est à peine sur 30 millions au box-office international lors du premier week-end d'exploitation. C'est 2 fois moins que le précédent film. Alors normalement, en théorie, le 3e film est déjà confirmé, mais c'est toujours dommage si ce film est un flop, parce qu'ils vont peut-être y aller à reculons, ou ils vont tout simplement peut-être pas le faire, à voir. Mais oui, le budget de 63 millions, faudrait qu'il fasse au moins le double de son budget pour être plus ou moins rentable, et ça va être compliqué. Là où le premier avait à peine atteint, même pas je crois, les 200 millions, celui-ci risque de ne pas du tout atteindre les 100 millions, voire même moins. Ça risque d'être très compliqué, à voir si le bouche à oreille va aider. Pourtant les critiques sont excellentes, tout le monde aime le film, moi y compris, j'en ai fait ma critique la semaine dernière, mais en termes de box-office, c'est une véritable
catastrophe. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que le film méritait beaucoup mieux vu qu'il est vraiment bien pour le coup. Si vous voulez voir des films de Tim Miller, vous savez, le mec qui a fait Deadpool par exemple, il va faire un film de science-fiction thriller qui s'appelle Shivers avec Keanu Reeves qui sortira en août 2027. Donc pour les fans, vous allez avoir ce projet dans 1 an et demi. Parmi les grosses actualités de cette semaine, c'était les premières images de casting de plusieurs projets Amazon avec premièrement Sophie Turner en Lara Croft. Et oui, même si elle dégage pas pour l'instant exactement comment moi j'imagine Lara Croft, bah j'attends de voir en fait, parce que c'est un peu différent, c'est un peu nouveau, j'y crois, je pense que c'est une bonne actrice, je pense que ça peut vraiment le faire, c'est une série à haut budget, ils vont vraiment miser beaucoup dessus, je pense que ça peut être très très bien pour le coup, mais je sais qu'il y a des gens qui étaient un peu énervés pour plein de raisons différentes. Alors il y a des gens qui étaient intelligents et énervés, et t'as toujours les cons d'extrême droite qui comprenaient pas, et les gamers d'habitude, les gamers ils ont un peu du mal avec les œuvres, ils comprennent pas comment ça fonctionne, mais en tout cas moi je trouve que ça a l'air pas mal, ça peut être divertissant, ça peut être fun à voir, ça semble un peu nouveau, c'est différent de ce qu'on a vu d'habitude, ça s'inspire pas non plus des nouveaux jeux qui vont sortir comme l'avait fait le film avec Alicia Vikander, ça a l'air d'avoir sa propre identité, alors c'est Phoebe Waller-Bridge showrunner, donc je pense que ça peut être vraiment bien, à voir ce que ça va donner, mais pour l'instant je suis confiant, le casting est très gros avec Jason Isaacs, Sigourney Weaver, donc je pense sincèrement que ça peut être bien à voir lorsque le tournage commencera, lorsqu'on aura les premières bandes annonces, ça sortira sûrement l'année prochaine, mais j'ai envie d'y croire, je pense que ça peut le faire et je pense que c'est une bonne actrice pour ce genre de rôle. Le gros casting qu'on a eu récemment, c'est évidemment Ryan Hurst en Kratos, vous l'avez tous vu, j'ai même parlé rapidement sur TikTok parce que l'annonce est sortie juste après ma vidéo actualité de la semaine dernière, donc je voulais pas refaire une vidéo juste sur ça, mais Ryan Hurst, que vous connaissez sûrement pour Sons of Anarchy, The Walking Dead, et il a joué le personnage de Thor dans God of War Ragnarok, c'est lui qui a interprété le personnage en performance capture. Là, il va jouer Kratos et je pense que c'est un bon choix, je pense qu'il ressemble, je pense que ça va le faire avec du maquillage et plein de choses comme ça. Et il y a aussi Teresa Palmer qui va jouer donc Sif. Je pense que ça aussi c'est un bon choix, ça peut carrément le faire aussi. Cependant, il y a plein de gens qui se posaient la question pourquoi est-ce que c'est pas Christopher Judge, l'homme qui jouait déjà Kratos en performance capture dans les jeux vidéo. Bon, la réponse est simple. Premièrement, peut-être il a pas réussi le casting. Il a 10 ans de plus quand même que Ryan Hurst, et s'ils veulent faire une saga nordique sur, on va dire, allez, 4 saisons, bah oui, ça va être 10 ans de la vie de Ryan Hurst, donc il va finir cette saga God of War à ses 60 ans. Christopher Judge n'aurait pas pu finir une série d'action à 70 piges, c'est pas possible. Ryan Hurst, il est en forme, ça peut le faire, il est bien plus jeune, je pense que c'est l'une des raisons principales. Il y a sûrement eu d'autres discussions avec plein d'acteurs différents, mais c'est Hurst qui a gagné, et je pense que ça peut le faire vu ce qu'on sait de lui concernant Ragnarok, concernant les projets qu'il a fait auparavant, je pense que c'est un bon choix. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils font directement la saga de la mythologie nordique? Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, c'est marketing. C'est la saga que le plus de gens connaissent. Aujourd'hui, c'est la vérité. Je veux dire, tout le monde connaît la saga nordique. Alors oui, Kratos, pour beaucoup d'entre nous, ma génération, il est né avec la mythologie grecque. Mais maintenant, c'est plus marketing de lier ça à la nordique qui est achevée, qui est récente. Et surtout, la vérité, je pense, c'est qu'il y a beaucoup moins d'action dans la nordique que dans la version grecque où il y a des dieux géants constamment. C'est bien plus compliqué à faire. Là, c'est plus terre à terre. C'est la relation entre un père et un fils. C'est moins action, entre guillemets. Grosses guillemets, évidemment. Mais c'est pour ça, justement, qu'ils font la mythologie nordique. C'est bien plus accessible, c'est bien plus marketing et c'est bien plus facile à faire. Et en plus de ça, s'ils veulent faire la mythologie grecque après le succès de la nordique, ils ont qu'à faire un prequel, changer d'acteur, prendre un acteur bien plus jeune et refaire une série sur 10 ans. Donc c'était le choix le plus intelligent d'un point de vue logistique, d'un point de vue marketing et d'un point de vue tout simplement de comment on fait une série aujourd'hui en termes de production, et ils laissent la porte ouverte pour un jour faire un vrai prequel. Et je pense que vous pouvez très bien comprendre la mythologie nordique et God of War 2018 et Ragnarok en série sans avoir joué littéralement au jeu d'avant. Je veux dire, vous pouvez largement faire les jeux et je pense que regarder la série, ça sera sans aucun problème. Il faut partir du principe que ces séries-là ne sont pas faites que pour les gamers. Elles sont faites pour que des gens qui jouent pas à des jeux vidéo puissent avoir accès à l'histoire. Et soyons honnêtes aussi, l'histoire de God of War 2018 et Ragnarok, mais surtout de 2018, est bien meilleure que l'histoire de la mythologie grecque, qui était vraiment une histoire de vengeance un peu plus simple et qui était plus pour l'action. Là, c'était plus cinématographique, c'était plus narratif, et c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix. Donc pour moi, c'est logique, et en plus de ça, si un jour ils veulent faire le reste, ils peuvent. Donc c'est des choix que je trouve intéressants. Teresa Palmer aussi, ça peut le faire. Donc j'ai hâte de voir ce projet, dont le tournage va commencer bientôt, et la sortie sera pour l'année prochaine en 10 épisodes, et 2 saisons sont déjà prévues pour l'instant. On a eu la bande-annonce de The Bluff, une sorte de film d'aventure maritime pirate, on dirait genre une parodie gore des Pirates des Caraïbes. Bon, pourquoi pas, à voir ce que ça va donner, ça sortira directement sur Amazon. La bande-annonce ne pourra pas emballer plus que ça, mais ça existe et ça pourrait potentiellement être sympa, je sais pas.
À voir. On a aussi une date de sortie pour The Exorcist, ça sera donc en mars 2027 avec Scarlett Johansson et de Mike Flanagan. Ça sortira dans 1 an, je suis très curieux de voir ce que Mike Flanagan va faire avec l'Exorcist. Concernant Netflix, c'est Matt Damon qui a révélé la vérité. Apparemment, j'ai vu ça sur les réseaux. Matt Damon dit la vérité. Voilà, il nous cachait ça depuis le début. Matt Damon a avoué. C'est un scandale, on ne savait pas, on savait. En fait, on savait tous depuis des années et des années. Mais pourquoi est-ce que les gens sont étonnés? C'est qu'ils ne comprennent pas que Netflix n'est pas du cinéma. En gros, Matt Damon a dit que lorsqu'on fait un film sur Netflix, il faut constamment répéter le scénario 3-4 fois durant le film et durant les dialogues. Comme ça, les gens qui ne regardent pas le film activement, ils peuvent suivre. C'est-à-dire les gens qui sont sur leur téléphone, les gens qui font le ménage et des choses comme ça. Ils peuvent littéralement suivre le film sans regarder et en écoutant. Et en plus de ça, il a dit qu'à l'époque, dans les films d'action, il fallait une scène d'action au début, au milieu, à la fin. Et maintenant, dans les films streaming, il faut une scène d'action vraiment au début pour que les spectateurs accrochent. Et j'ai vu le film de Rip, hein. J'en parlerai demain si vous voulez. Je l'ai vu et c'est un peu ça la formule. Ils expliquent constamment ce qui se passe et voilà, il y a une scène d'action au tout début. Maintenant, pourquoi est-ce que ça existe? Parce que ça a toujours été le cas concernant les téléfilms et les séries. Les séries, elles doivent, et c'est le cas pour 99% d'entre elles évidemment, ne pas avoir de mise en scène et avoir du dialogue qui explique constamment tout à haute voix, ce qui est vraiment insupportable quand t'es un adulte. Et en plus de ça, les téléfilms, c'est ça aussi. Les téléfilms, c'est littéralement une série, mais en plus court. C'est le même budget qu'une série, mais en version plus courte en général. Et un téléfilm doit tout réexpliquer à haute voix et en même temps avoir plus d'action pour accrocher le spectateur, surtout depuis les téléfilms de l'ère du streaming. Alors pourquoi est-ce que les gens sont étonnés? C'est que Netflix s'est vendu comme une alternative au cinéma, comme la qualité du cinéma, mais à la maison, sauf qu'en réalité, Netflix est bel et bien une plateforme de téléfilm et non pas de cinéma. Alors oui, il y a des exceptions. Frankenstein, Irishman et des choses comme ça, il y aura toujours des exceptions. Mais 99% des productions Netflix, que ce soit en film par exemple, mais même en série, sont des productions qui sont faites pour être regardées en faisant autre chose. Ils l'ont dit chez Netflix, ils l'ont dit chez HBO il y a quelques années quand ils font du second screen content. Genre vous avez l'écran principal, c'est votre téléphone, et vous avez ensuite l'écran de télé ou l'écran de PC qui est donc la série et des choses comme ça. Ça fait des années qu'ils bossent comme ça, c'est rien de nouveau. Les téléfilms à l'époque, il y a déjà 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'était déjà comme ça. Rien n'a changé. Le subterfuge, il est où? Il est là où Netflix a essayé de nous faire croire que les films Netflix sont du cinéma avant tout. Non, ce sont des téléfilms pour la très grande majorité d'entre eux. The Rip, avec Matt Damon et Ben Affleck, c'est un téléfilm avec du budget. Ils ont juste inventé le téléfilm cher, chose qui est nouvelle pour le coup et qui arrive avec les plateformes de streaming. Mais le concept même du téléfilm existe encore aujourd'hui. Très peu et rares sont les vrais films de cinéma sur les plateformes de streaming. C'est des séries glorifiées, des séries avec du budget plus qu'autre chose et malheureusement c'est comme ça pour quasiment tout. Donc c'est pas une surprise aussi me concernant, ne faites pas les étonner, ça a toujours été comme ça. C'est bien si vous l'apprenez aujourd'hui, mais ça a toujours été comme ça et c'est pour ça que les films Netflix ne sont jamais des vrais films, sauf quelques exceptions quand ils donnent ça à des vrais auteurs qui font des films parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver du budget au cinéma. Ça oui, pourquoi pas, mais là, dans ce genre de cas, ce sont des téléfilms et ça marche comme ça. Quand vous allez remarquer que tous les téléfilms, que toutes les séries disent constamment à haute voix les émotions des personnages, l'intrigue pour pas que les gens soient perdus, vous allez comprendre ce que c'est un téléfilm. Normalement, un film, il dit tout ça par la mise en scène, pas besoin de répéter constamment. C'est comme ça, Matt Damon n'a rien révélé du tout, il n'a rien confirmé, on le savait depuis des années et des années. Maintenant, c'était un peu nouveau avec le streaming vu ce subterfuge, mais rien n'a changé dans le monde des téléfilms. C'est juste que Netflix essaie de nous convaincre que ce ne sont pas des téléfilms, pourtant ils le sont. Si on continue de parler de Netflix, il faut savoir qu'ils ont payé 7 milliards pour avoir la diffusion exclusive des films Sony de 2029 à 2032. Donc dans quelques années, vous allez avoir tous les films Warner, tous les films Sony et tous les films Netflix sur Netflix, c'est une dinguerie. Alors faut savoir que Sony ont déjà fait ce partenariat à l'époque avec Netflix et ils ont fait des partenariats comme ça régulièrement avec plein de plateformes de streaming. En gros, Sony, ils ont essayé de faire un peu leur plateforme à eux, mais ils se sont dit au final, on va gagner plus d'argent en faisant du licensing, donc en donnant accès de la location de licence à des plateformes comme Netflix. Comme ça, ils peuvent se battre entre les différentes plateformes en disant voilà, Netflix nous propose 7 milliards, est-ce que Warner va proposer 8, est-ce que Paramount va proposer 8 et des choses comme ça. Donc Sony sont sans plateforme de streaming, mais ils se font beaucoup d'argent avec littéralement ce genre de licensing et ça sera de 2029 à 2032 pour la diffusion. Faut savoir que Netflix est toujours en train de négocier pour avoir les films Warner et les licences cultes de la Warner. Mais c'est compliqué parce qu'ils disent ok, ça sera au cinéma aux États-Unis pendant 17 jours, ensuite sur Netflix. Là, ils viennent de dire 45 jours, puis ils vont changer encore. Donc, quand vous voyez des chiffres constamment qui vous disent ok, c'est X jours pour Netflix au cinéma et ensuite sur Netflix,
ne leur faites pas confiance. De toute façon, dans tous les cas, nous en France, on est baisés. Vu qu'on a la chronologie des médias, nous c'est mort, on n'aura plus jamais aucun film Warner au cinéma. On va se taper tous les films directement sur Netflix, sauf si la chronologie des médias évolue et il faut un deal de malade. Mais sinon, on va se taper tout à la maison directement. Ça ne sera pas les prochains films comme Dune 3 ou de Batman 2, des choses comme ça, mais les prochains à partir de 28, 29, 30 peut-être, là oui, ça sera peut-être fini chez nous les films Warner, ce qui sera une énorme tristesse, on va tous taper sur Netflix et oui, bah évidemment moi ça me déprime. Il faut savoir aussi que les aventures de Cliff Booth ont fini leur tournage, on va dire ça comme ça, avec le film de David Fincher écrit par Quentin Tarantino. C'est un téléplay encore une fois, vous voyez, il n'y a pas marqué screenplay. Screenplay en général c'est pour les films, téléplay c'est pour les téléfilms. Voilà, les aventures de Cliff Booth sera visiblement aussi un téléfilm à voir, parce que moi ça m'intrigue encore une fois David Fincher, Quentin Tarantino. Je suis curieux, mais c'est tragique. Alors oui, c'est une question de loi plus qu'autre chose, hein, parce que quand vous faites un film pour la plateforme de streaming, il faut mettre le terme téléplay. Mais encore une fois, Les Aventures de Cliff Booth ne sera pas un film de cinéma, ça sera un film Netflix et potentiellement un téléfilm. Mais ça reste des films de streaming sans l'impact du cinéma, et ça c'est toujours un peu triste. On va se taper un film écrit par Tarantino et réalisé par Fincher, encore une fois, soit Netflix, et ça c'est un petit peu triste. Concernant Disney, c'est fini, Kathleen Kennedy a quitté le navire Lucasfilm après plus de 14 ans à sa tête, donc depuis le rachat de Star Wars par Disney. Et il faut savoir que c'est Dave Filoni qui va la remplacer sur le côté créatif et Lin-Manuel Brennan qui va la remplacer aux finances. Et c'est catastrophique comme choix, parce que Dave Filoni, c'est un mec qui a zéro talent, c'est un no-name insupportable en termes de live action. Encore en série d'animation, je l'aime bien, il est sympa et tout, mais en live action, le mec n'a fait que des bouses atomiques. Le mec va faire que des projets insipides, insupportables. C'est un mec qui est fan de Star Wars. Et encore une fois, pour faire du bon Star Wars, il faut éviter les fans de Star Wars parce qu'ils sont trop obsédés par Star Wars. Il faut des mecs comme Tony Gilroy qui a fait Andor pour le coup. Et Kathleen Kennedy, elle s'est battue pour Andor, hein. C'est elle qui a voulu donner un gros budget à Andor et des choses comme ça. Donc il s'est vraiment battu pour ce projet et ça, vraiment, on peut la remercier. Dave Filoni, apparemment, il est fan, pas fan. On ne sait pas trop. Il y a des actus où on voit qu'il est fan, d'autres qu'il est pas fan. Bon, de toute façon, c'est toujours pareil. Le mec qui a fait Andor, il en a rien à foutre de Star Wars. Il a fait la meilleure série Star Wars, voire le meilleur contenu Star Wars. Et Dave Filoni, obsédé par Star Wars, mais il fait que de la merde. Il faut le dire, il a rien fait de bien en live action. Encore une fois, en animation, j'ai rien contre lui, mais il a rien fait de bien, quoi. Ahsoka, c'est ça qui est bien pour vous? Non, ça va être une catastrophe, ça va être un enfer, la manière dont il va gérer Lucasfilm, et ça va être encore pire maintenant pour Star Wars. Si vous pensiez que Star Wars c'était horrible avec Kathleen Kennedy, mais Dave Filoni, c'est la fin de la licence. Moi, je vous le dis, hein, ça va être une catastrophe à l'état pur. Et bon, ils ont quand même fait un petit point sur les projets Star Wars en cours. Le projet de James Mangold qui se passe à la Vieille République, hein, vous savez, 25 000 ans avant l'ère Star Wars habituelle, est en pause, même si le scénario est bouclé et bien apparemment. Le projet est en pause parce que James Mangold est occupé avec plein de trucs. La série Lando, avec évidemment Childish Gambino, hein, Donald Glover, a eu son scénario récemment, donc apparemment ça va se faire visiblement. Kinberg, Simon, hein, qui a fait les X-Men en tant que producteur, et Dark Phoenix, il bosse encore sur sa trilogie, malheureusement. Taika Waititi a rendu aussi son scénario, c'est pas lui qui va réaliser, mais apparemment le film de Taika Waititi est très drôle et très bon. Moi j'aime bien Taika Waititi, donc vous savez que je suis à fond dessus. Et le film The Hunt for Ben Solo de Soderbergh est apparemment de retour en discussion. Bon, c'est un projet qui n'a pas du tout la priorité, hein, mais potentiellement ils vont travailler dessus. Maintenant, pour parler des projets qui sont plus prévus et qui a été en cours de discussion plus ou moins, il y avait un projet Star Wars de David Fincher. Ça, on le savait, mais visiblement, ça va pas se faire. Il y avait un projet avec Alex Garland aussi, et un projet avec Vince Gilligan, que vous connaissez depuis Pluribus, Breaking Bad, Better Call Saul, mais visiblement, ça, c'est plus du tout prévu. En termes de série d'animation, il faut aussi savoir qu'il y avait une série Indiana Jones qui était prévue, juste en animation, pour voilà, avoir des petites aventures entre les films. Encore une fois, je pense que ça aurait pu être une bonne idée. C'était géré par Rodrigo Blas, qui s'occupe donc de Star Wars Visions. Pourquoi pas, mais ça a été complètement suspendu. Donc je pense vraiment que Star Wars, c'est terminé. Non mais sans déconner, hein. Alors Kathleen Kennedy, on n'était pas vraiment fan de ce qu'elle faisait, mais avec Dave Filoni à la tête de Lucasfilm, ça va être une catastrophe, son nom, et c'est juste pas possible, mais c'est comme ça, c'est la vie. Concernant HBO Max, maintenant, il faut savoir que HBO et A24 continuent donc leur partenariat, de la même manière que Sony et Netflix sont en partenariat. Là, c'est A24 et HBO, et ça va continuer avec Marty Supreme qui sort sur HBO Max dès ce début février, oui, bien avant la sortie salle française, c'est comme ça, c'est la vie, on n'a pas le choix. Après c'est cool, au moins vous avez tous les films à 24 au même endroit et ça c'est sympathique, comme pour les films Sony avec Netflix. Faut savoir qu'un Game of Thrones spin-off est prévu sur Arya. En théorie, ils sont en train d'explorer cette possibilité parce que c'est simple la concernant, elle est partie loin, il n'y a pas d'autres personnages, ça sera de nouvelles aventures, donc ça peut être vraiment bien. Ils réfléchissent aussi à faire une suite à la série originale, donc faire un Game of Thrones saison 9.
En théorie, à voir ce que ça va donner, mais voilà, si ça marche pas bien pour Game of Thrones, je pense qu'ils vont le faire, et ça sera sans les récits de Martin, mais juste la suite de la licence. Si on parle maintenant un peu de ce qu'ils veulent faire, il y a aussi Aegon's Conquest. Bon, c'est un peu compliqué parce que les lecteurs de bouquins vous diront toujours que il y avait pas de conquête, c'est juste un mec qui avait des dragons, il a tout terrassé quoi, c'est aussi simple que ça. Mais ils veulent en faire ou un film à la Dune en 2 parties, ou une série télé, et je pense que pour ce genre d'histoire plus courte, plus facile entre guillemets, un film à la Dune peut être bien plus intéressant, et ça serait le moment idéal pour enfin ramener cette licence au cinéma, je pense que ça peut le faire. Concernant George R. R. Martin, il est évidemment extrêmement déçu concernant House of the Dragon. Vous avez vu, la saison 2 de House of the Dragon était moins bien. Moi, je l'ai un petit peu défendu. J'ai pas trouvé ça horrible, c'était quand même sympathique, mais elle est beaucoup moins bien que littéralement la première saison. Parce que la première saison, c'était donc Sapochnik qui était le showrunner et il travaillait directement avec George Martin pour travailler sur la série, le scénario, des choses comme ça. Depuis, il y a une relation que George R. R. Martin a décrite comme abyssale avec le nouveau showrunner, parce que Sapochnik est parti la saison 1 parce qu'il voulait plus bosser sur Game of Thrones, grosso modo, même s'il reste producteur. C'est Ryan Condal qui a pris le dessus en tant que showrunner pour la saison 2, 3 et 4. Du coup, la 4e sera la dernière, elle sortira, j'imagine, en 2028. Et la relation avec Martin est catastrophique, hein, ils s'entendent pas bien du tout. C'est Martin qui donne des notes concernant son propre univers, ses propres personnages, et Ryan Condal, il s'en fiche. Il dit oui, t'inquiète. Il est même plus convié aux réunions, il est même plus dans la boucle, et c'est du coup HBO et Condal qui font leur œuvre à eux, et puis basta. Ils ont pris le contrôle de House of Dragon à George R. R. Martin, et c'est trop triste de une. Quand t'es un auteur, t'as créé un univers, t'as créé un monde, et on a pris ton monde, genre le tien, alors que t'es encore en vie, t'es encore là, on t'a dit non, on fait ce qu'on veut de ton univers à la télé, alors qu'en fait, quand les bouquins étaient vraiment bien adaptés, que ce soit concernant Game of Thrones ou là apparemment Night of the Seven Kingdoms, dont il est très fier pour le coup Martin, parce qu'il a bossé activement dessus, la qualité au rendez-vous, tout le monde trouve ça trop bien, et là pour ce Dragon, quand ça s'est éloigné des livres, c'était déjà beaucoup moins bien. Maintenant, on va voir ce que ça va donner pour la saison 3 et 4, mais George R. R. Martin est déçu, et j'imagine un peu ce qu'il doit ressentir. Imaginez, vous créez un monde, un univers qui est adoré par les gens, qui est extrêmement populaire, ça fait de vous quelqu'un de respectable, d'adoré. Bon, vous stressez un peu parce que vous devez écrire le dernier bouquin de votre univers, mais votre monde vous échappe. Il y a un exécutif et un putain de showrunner de merde qui vous ont pris votre monde, ils font moins bien que vous. D'ailleurs, il s'est souvent plaint que, vous savez, les scénaristes, quand ils adaptent, ils font moins bien que l'auteur et ils comprennent moins bien que l'auteur l'histoire. Alors, bon, j'ai un avis un peu plus tranché sur ça, je vais pas l'évoquer ici, mais je pense que lorsqu'on adapte une série, on n'est pas toujours obligé de suivre l'adaptation. Cependant, la preuve est là, l'auteur, il connaît en effet mieux l'univers, il peut proposer des choses, même si parfois c'est pas adapté au format série télé, ce sont des discussions qui se font. Mais le fait de refuser les discussions, le fait de ne pas être d'accord, c'est honteux, et là, pour la saison 3, il a pas du tout travaillé dessus, Martin. La saison 2, il était encore un petit peu dessus, mais quasiment pas. La saison 1, il bossait dessus, mais la saison 3 et 4, apparemment, c'est rien du tout de sa part, c'est juste Ryan Condal et les autres scénaristes qui font la série, et évidemment c'est très triste, et j'imagine un petit peu ce que ça fait quoi. Alors, je suis pas un auteur, je suis pas un créateur, mais je me mets un peu à sa place et je me dis à quel point ça doit être tragique que ton bébé t'échappe des mains à cause de putain d'exécutifs, donc c'est très triste de ce point de vue là. On espère qu'au moins de Edge Knight sera bien adapté, apparemment c'est le cas, et sera vraiment bien au fur et à mesure des saisons, et qu'il puisse kiffer, parce qu'il adore de Edge Knight en tant que bouquin, et il adore aussi la série pour l'instant apparemment, on en parlera, j'ai sorti ma critique d'ailleurs du premier épisode hier. Et si on parle de série HBO, il faut aussi parler évidemment de Euphoria saison 3 qui a le droit à sa première bande-annonce, et honnêtement, oh merde, honnêtement, douche froide me concernant. Alors j'adore Euphoria saison 1, saison 2, j'adore. Là la saison 3, on dirait vraiment qu'il savait plus quoi faire quoi. On dirait vraiment qu'il voulait partir dans son délire un peu scorsésien, Paul Thomas Anderson, dans les bas-fonds de LA, gangster et tout. Ça a l'air vraiment pas bien. Mais vraiment, alors moi je suis moins sur le côté, vous savez, Sydney Sweeney en créatrice OnlyFans et tout ça, en vrai je m'en fous un petit peu. Mais le concept de cette saison, drogue, gang et tout, mais de manière tellement extravagante, je pense que ça peut être une catastrophe à voir, hein. Ça peut être très bien comme horrible, hein. Mais la saison 3 là, la bande-annonce m'a complètement refroidi, ça sort en avril, mais j'ai vraiment pas envie quoi. Là vraiment j'ai pris un petit choc, je me suis dit oh merde, ça a vraiment pas l'air bien. Alors esthétiquement ça a l'air bien, en termes d'ambiance ça a l'air bien, mais le reste ça n'a pas l'air bien du tout et je suis déjà un petit peu déçu malheureusement. Évidemment j'attends de voir la saison pour en parler en détail avant d'être vraiment déçu, mais ça m'a quand même refroidi. Superman, Man of Tomorrow a changé de chef-op, ça sera plus le chef-op du premier film, mais un autre, c'est Sam McCurdy qui a rejoint James Gunn, il a bossé sur Game of Thrones d'ailleurs, et sur Shogun, et je pense que ça peut le faire vu l'esthétique qu'il a donné à ses films, à voir après c'est James Gunn qui décide, hein, mais j'ai envie d'y croire, non pas que j'ai détesté l'esthétique de Superman premier du nom, je pense que c'était ok pour ce que c'était, même si c'était pas magnifique, mais j'ai envie de voir une esthétique un peu différente, et je pense que ça en fera partie avec ce changement justement de chef-op.
Heated Rivalry, vous savez, sort le 6 février en France sur HBO Max. Un épisode par semaine pour le coup, ça ne sera pas en binge-watching. Bon, vous savez, ma critique est déjà sortie là la semaine dernière. Mais il faut aussi savoir que la saison 2 va commencer son tournage cet été, normalement, pour une sortie, si tout se passe bien, peut-être en fin d'année ou début d'année prochaine. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir la suite. C'est Hans Zimmer et Bleeding Fingers qui vont composer la musique d'Harry Potter, la série HBO Max. Oui, on peut être déçu par rapport au choix de Hans Zimmer parce que voilà, J.K. Rowling, transphobe, etc., etc. Je comprends. Maintenant, c'est surtout les Bleeding Fingers qui vont travailler dessus. Alors, Bleeding Fingers, pour ceux qui ne savent pas, c'est le collectif qui a créé Hans Zimmer. C'est un collectif de compositeurs et d'artistes et ils font de la musique sur plein de thématiques et sur plein de sujets différents, dans plein de formats différents. Ils ont fait la série Qu'il faut voir, par exemple, la plus connue. Ils ont fait des documentaires pour BBC, ils ont fait des jeux vidéo et des choses comme ça. Donc, c'est son collectif de compositeurs qui chapeaute. Et là, c'est lui et son collectif qui vont bosser sur la musique de Harry Potter. Bon, il va prendre son chèque, Hans Zimmer. Je pense pas qu'il sera vraiment présent. Il va aller là pour son chèque et puis basta. Mais c'est un fait, c'est lui qui va s'occuper de la musique. Concernant Speedy Gonzalez, et oui, on parle de Speedy Gonzalez ici. Un nouveau film est prévu par George R. Gutiérrez qui a fait le Book of Life pour les 70 ans de la franchise et du personnage. Voilà, pour les fans de Speedy Gonzalez, un film sortira normalement côté Warner. Conjuring The First Communion est le nom du prequel qui a été annoncé. Vous savez, c'est un film Conjuring qui va se passer avant les événements des autres films. Est-ce que ça sera avec le casting qu'on a vu dans le dernier film? Je n'en sais rien. Vous savez que moi je déteste Conjuring depuis le départ de James Wan et c'était quasiment sûr qu'ils allaient faire un prequel. Mais là, oui, The First Communion sortira en 2027. Pour les fans de Conjuring, vous allez en avoir plus et plus et plus. Moi, j'en fais pas partie, mais voilà, j'espère que les fans sont contents. Minecraft 2 va commencer son tournage en avril pour une sortie du coup l'année prochaine. Je crois que c'est mars 2027 si je dis pas de bêtises. Et Jason Momoa a dit qu'il adorait le scénario. Bon, encore une fois, Minecraft c'était tellement nul que je m'attends pas à grand chose. Faut savoir que The Great Beyond est le nom du prochain film de J.J. Abrams qui a une date de sortie. C'est bon, il sort en octobre de cette année, octobre-novembre, hein, j'imagine en fonction des dates françaises, américaines. C'est avec donc Glenn Powell, Jenna Ortega, Samuel L. Jackson et Emma Mackey. Ça sortira cette année et j'ai hâte de voir à quel point ça sera bien ou pas. J'ai envie d'y croire. Et Sam Esmail va sortir deux projets. Un projet de Glenn Powell, pour le coup, qui va s'appeler Tesseract. Ça sera dans quelques années, ça. Le tournage n'a pas du tout commencé. Et un projet qui s'appelle Panic Carefully, qui sortira en février 2027 avec Julia Roberts, avec Elizabeth Olsen, Eddie Redmayne et Brian Tyree Henry. Et ça peut être vraiment bien. J'ai envie de le voir parce que j'ai adoré Mr. Robot. Hein, pour le coup, j'ai moins aimé Leave the World Behind, mais j'ai beaucoup aimé la série. Donc, j'ai envie d'y croire à fond. The Bride a montré sa dernière bande-annonce et ça a l'air vachement bien. On en parlera évidemment lorsqu'il sortira en mars. J'ai envie d'y croire. Ça a l'air intéressant. On dirait un peu un Bonnie and Clyde de Frankenstein. Je pense que ça peut être bien. Concernant les sorties de la semaine, c'est Hamnet qui sort cette semaine. J'ai déjà vu, j'en parlerai demain en vidéo. Et Le Mage du Kremlin, ça pareil, j'en parlerai demain. Avec plein d'autres films que je vais critiquer. Voilà, c'était les actualités de la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez, de vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch pour du contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.